Alors tout d'abord, un grand merci pour ce cycle l'organisation de ce cycle de séminaires sur protection de l'enfance et logement. Donc merci à Madame Tout-le-Monde qui a été voilà, à l'initiative, mais aussi aux organisateurs de ces diverses journées sur cette question-là. Alors juste pour vous dire, pour moi, la question du lien entre le logement et la protection de l'enfance, elle ne fait aucun doute, puisque quelque part, le placement est un hébergement et donc est un logement, quelque part, est un habitat. Il y a aussi le fait que je viens de l'INED, même si maintenant je ne suis plus à l'INED, et l'organisation à l'INED de l'unité de recherche sur le logement est assez intéressante. C'est-à-dire que la protection de l'enfance a toujours été mise sous un sous-axe du logement. Donc en soi, c'est déjà un point et la manière de penser du chercheur en quantification en tout cas. Et dans ce sous-axe, il est dans les populations en marge de logement ordinaire. Donc c'est aussi quelque chose qui montre bien comment la protection de l'enfance est peut-être vue par les chercheurs plutôt quanti en protection de l'enfance. En d'autres termes, lorsqu'on s'intéresse en fait au logement, au moins dans les projets de recherche, je dis bien, nous sommes face à deux grands groupes de population. Il y a d'un côté celles et ceux qui vivent dans un logement, des enquêtes en ménage ordinaire. Ils peuvent être hébergés, mais ils sont dans un logement, dans un appartement, ils ne sont pas pris en charge. Et les autres qui sont sans logement personnel et qui sont pris en charge par les institutions, notamment donc toutes les institutions et les associations d'aide au logement pour les adultes, mais pour les enfants, finalement, ils se retrouvent aussi dans des institutions ou en famille d'accueil. Alors, en famille d'accueil, c'est encore un point qui joue sur le flou entre les deux, puisqu'ils peuvent être pratiquement enquêtés dans le ménage ordinaire. Alors, les enfants placés font partie, finalement, donc, de ce second groupe, et les parents des enfants placés peuvent faire partie des deux groupes. Ils peuvent être soit hébergés, et vous l'avez dit tout à l'heure, dans des institutions, dans des aides, dans des hébergements aussi dans des institutions qui les aident face au logement précaire, mais ils peuvent aussi être dans des logements ordinaires. Donc, ils ne vont pas être interviewés de la même manière. Les liens donc entre protection de l'enfance et la pauvreté, c'est quelque chose qui maintenant commence à être bien connu et c'est l'occasion d'en faire un peu la pub. Il va y avoir un numéro de la RFAS qu'on a coordonné avec Flore Capelier qui paraîtra en décembre et qui sera justement sur la thématique protection de l'enfance et pauvreté. Qui dit pauvreté dit logement précaire. Et donc c'est un lien qui existe, mais finalement qui est difficilement mesurable. C'est-à-dire que j'entendais tout à l'heure une personne d'ATD qui demandait justement combien sont les placements qui sont liés au mal logement. C'est difficile à mesurer. Et on va essayer d'expliquer, voilà, je vais essayer dans le temps imparti d'expliquer pourquoi c'est difficile. Alors, juste quelques chiffres. Waouh, super. Je suis épatée par la technologie. Voilà, dans l'enquête ELAB, qui est une enquête où on a interrogé en plusieurs vagues d'enquête des jeunes. En première vague, ils étaient placés, ils avaient entre 17 et 20 ans, et on les interrogeait sur leurs conditions de vie et la préparation à la sortie dans le placement. Et on leur posait deux questions. On leur posait surtout une question: au cours de votre vie, vous est-il arrivé d'avoir de grosses difficultés de logement, de ne pas trop savoir où loger ou dormir? Et vous voyez que 38% des jeunes
entre 17 et 20 ans disent que ça leur est arrivé et d'avoir de grosses difficultés de logement. Je tiens à dire que la question est vraiment très précise. On n'est pas sur une petite difficulté. Là, on est quand même à ne pas savoir où loger, où dormir. Et vous voyez quand même que pour les mineurs non accompagnés, c'est 65% qui disent avoir de grosses difficultés de logement. Ce sont des jeunes qui ont eu un parcours migratoire et surtout quand ils sont arrivés en France ont pu avoir toute une période d'attente avant d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et donc de connaître aussi ces grosses difficultés de logement. Mais pour les autres aussi qui ne sont pas les mineurs non accompagnés, on voit qu'un quart d'entre eux ont répondu oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que selon l'âge au premier placement, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Quand ils ont été placés pour la première fois entre 10 et 14 ans, par exemple, 26% disent pourtant qu'au cours de leur enfance, ils ont connu de grosses difficultés de logement. Et quand on a des jeunes qui sont placés plutôt entre 15 et 17 ans, c'est 37%. Et ils sont très rares, mais ça existe. Certains sont pris en charge pour la première fois entre 18 ans et plus. Et ici, le logement est très, très majoritairement une question importante pour eux. Alors, par contre, on voit bien que c'est un phénomène massif et pourtant, on voit qu'on a beaucoup de mal à le quantifier et pas ce qui fait, et Adeline Goutenoir l'a déjà bien avancé ses pions là-dessus, quand il s'agit finalement d'évaluer la question du danger et de le repérer dans d'autres formes d'enquêtes. Là, on avait fait une enquête où on relisait les dossiers archivés d'une cohorte d'enfants qui avaient tous été placés au moins une fois. Et on voit dans ces cas-là que quand on regarde toutes les notes, il n'apparaît que dans 3% pour le premier motif de placement et apparaît tout au long de la trajectoire seulement dans 6%. Et pourtant, c'était vraiment quelque chose qu'on recherchait particulièrement, mais on ne le retrouvait pas. Alors, cette enquête commence à dater, elle est de 2009, sur une cohorte d'enfants qui est née au milieu des années 80. Peut-être que les choses ont changé maintenant. J'ai été regarder dans le dernier rapport du SNATED sur la question, donc sur les appels au 119. Finalement, on voit que la question du logement, elle apparaît encore de façon très très rare. Elle apparaît autour de 1 à 2% si on somme les appels, 1 ou 2% des appels si on somme l'absence de logement et la promiscuité du logement. Et ça peut aller jusqu'à 6% si on tient compte aussi des problèmes d'hygiène du logement. Problème d'hygiène, c'est noté, en tout cas dans le texte à côté, problème d'hygiène du logement. Alors, le texte qui accompagne... Madame Fréchon, je vous coupe un court instant. Vous ne parlez pas très bien en face du micro et ça, pour un confort d'écoute... Est-ce que comme ça va mieux ? Ça serait parfait. Merci beaucoup. Le texte qui accompagne ce rapport est aussi intéressant, puisque qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le contexte socio-économique et d'environnement de l'enfant permet d'identifier ce qui constitue des ressources ou des difficultés ayant un impact négatif sur la prise en charge quotidienne de l'enfant. Il permet donc aux professionnels d'affiner la qualification du danger. Mais ce n'est pas lui qui doit justement définir le danger de l'enfant, ce n'est pas le logement. Et c'est quelque chose que nous-mêmes, on avait remarqué dans notre enquête sur dossier. En fait, la précarité du logement, même si elle peut être à l'origine du problème, elle n'apparaît jamais comme un motif seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours à côté des conditions d'éducation défaillantes, éventuellement des maltraitances, mais des problèmes de comportement, mais jamais seul. Alors pourquoi c'est si peu noté ? Pour le coup, vous m'avez aidé, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est tout simplement car la situation sociale des parents ne devrait pas être un motif d'entrée en protection de l'enfance. Ce sont les difficultés éducatives qui sont associées, qui sont mises en avant par les travailleurs sociaux. Et cela a tendance à invisibiliser le phénomène. Parce que, en tout cas, d'un point de vue quantitatif, ce qui n'est pas noté dans le dossier
n'est pas quantifié. Et j'imagine qu'Olympe, je ne vais pas parler d'Olympe parce que je pense que les producteurs de cette cohorte sont dans la salle, mais je pense que ça fait aussi partie, je dirais, des difficultés qu'on peut avoir à recueillir ce type d'informations dans les sources, lorsqu'on s'appuie sur les sources administratives. Alors, dans la mesure où, finalement, mesurer les difficultés de logement des enfants placés reste très complexe, parce que non recueillis, comment, finalement, approcher quand même ce phénomène de façon quantitative ? Comment mieux comprendre les conditions résidentielles des familles d'enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ? Donc, avant de penser recueil de données, voyons déjà ce qu'il existe. C'est-à-dire que, est-ce que l'idée, c'est de faire une nouvelle enquête ou finalement, est-ce qu'on a déjà des billes qui ne sont même pas analysées dans les enquêtes déjà existantes? C'est souvent le cas et on va essayer de revenir là-dessus. Alors, ce qu'il faut quand même, c'est toujours, lorsqu'on mobilise des données existantes, rechercher, comprendre de quelle source de données, et les données sont éparses parce que voilà, on a des enquêtes mais qui vont ne donner qu'un morceau du puzzle. On n'a pas d'enquêtes qui peuvent donner l'ensemble qui peuvent répondre à l'ensemble de la question. Il faut toujours se dire, regarder si l'enquête a été menée auprès de ménages ordinaires, auprès de bases de sondage administratives et institutionnelles, comme par exemple l'enquête sans domicile ou l'enquête ELAP. On prend les données administratives et on en crée une base de sondage, ou ce sont en fait des données statistiques à partir des sources administratives. Quel âge est-ce qu'on inclut dedans dans ces enquêtes, les moins de 18 ans ou pas? Et ça va nous permettre aussi de regarder la temporalité. Quel est le champ finalement qu'on observe, mais aussi le champ invisibilisé? Alors, ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que quand on commence à manipuler les données quantitatives, il faut déjà avoir une très grande connaissance de la protection de l'enfance. Et surtout, rester modeste et éviter de rapidement généraliser des données parce qu'on n'a qu'un angle de vision. Et rester sur cet angle de vision semble vraiment nécessaire. Alors, quand on est dans des enquêtes en ménage ordinaire sur des échantillons représentatifs de la population française, nécessairement, il va falloir une taille d'échantillon très importante, puisqu'on estime entre 2 et 3% de la population qui a été placée au moins une fois durant son enfance, donc de la population adulte. Donc vous voyez, tout de suite, il faut une grosse taille pour avoir quand même un échantillon important. Et après, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on regarde avant le placement? Quelles sont les conditions de logement avant le placement, pendant le placement ou après le temps de la protection? Alors là, je m'appuie principalement sur 2 papiers, il y en a d'autres. Je ne sais pas si Lucie Marquet est en ligne, mais voilà, ça fait partie des papiers qu'elle a écrits, que si le PowerPoint est en accès, si vous cliquez sur le lien vert, vous aurez directement accès parce qu'elle avait fait une recension justement des données où on pouvait repérer déjà dans les enquêtes en population générale les enfants protégés. Alors, prenons en compte un petit peu, l'idée, ce serait de regarder déjà le placement comme un service de logement spécifique. Finalement, on peut regarder ces 3 temporalités. Avant le placement, pendant le placement, parce que pourquoi et d'ailleurs c'est probablement ce qu'on connaît le mieux maintenant, c'est-à-dire pendant le placement, c'est les conditions de vie pendant le temps de la prise en charge, avec éventuellement aussi les ruptures de prise en charge qui peuvent être considérées aussi comme des périodes où il y a des déménagements, où il y a toute une création de précarité du logement qui s'instaure. Et je fais référence ici à l'article de Pascal Dietrich aussi sur la question.
avant le placement et après le placement. Les questions qu'on peut se poser finalement avant le placement, c'est quelles sont les conditions résidentielles de la famille, de l'enfant, si l'enfant est hors de la famille. Pendant le placement, ça va être les conditions résidentielles encore de la famille, mais aussi de l'enfant durant le placement. Quel est son type de logement, les ruptures de logement, la durée dans le logement. Juste une petite parenthèse, mais encore dans le numéro de la RFAS, où on a interviewé plusieurs personnes... des personnes qui représentent les associations d'anciens placés. Ils ont pu aussi montrer la différence entre le logement qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient dans leur famille et le logement lorsqu'ils étaient pris en charge. Les conditions de logement, on peut les regarder. Et je vous ai mis par la suite, donc, dans quelle enquête on pourrait regarder quelques éléments là-dessus. Je vais revenir un petit peu sur certaines, pas sur toutes, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment toujours avoir en tête je dirais les caractéristiques de départ, donc l'âge, le champ observé, le champ invisibilisé, etc., qui semblent vraiment importants à avoir quand on regarde ces données. Et enfin, après le placement, alors évidemment, ayant réalisé l'enquête ELAP, il y a beaucoup de choses à dire sur les conditions de logement après le placement, mais en dernière séance de séminaire, Lucie Marquet reviendra justement sur cette question à partir des données ELAP. Donc je ne reviendrai pas non plus là-dessus. Mais vous avez aussi d'autres enquêtes, notamment des enquêtes où il y avait quelques questions qui, en population générale ou en population plus spécifique, comme l'enquête sans domicile, ça nous permet quand même de savoir si finalement ces personnes ont été placées ou pas, et donc de regarder un peu leur devenir adulte. Alors, je vais prendre une première enquête, l'enquête ELF. Ça, c'est une enquête où finalement, il y a un module logement qui est hyper détaillé, et il y a un module placement qui permet quand même de savoir à quelle période l'enfant a été placé, la durée du placement. On peut même repérer la fratrie qui a été placée ou pas. On peut aussi regarder au niveau des centres maternels. Vous aurez... Lucie a vraiment bien fait les choses et explique vraiment comment repérer ces données-là. Et surtout, il y a un module logement. Et dans ce module logement, on sait absolument tout sur le confort du logement, sur la difficulté, sur la petitesse, l'envie de changer ou pas son logement. Donc, on se dit finalement, c'est la base de données idéale. Seulement, quand on regarde ELF, c'est vraiment une étude sur longitudinale avec plusieurs passages de questionnaires. Et en fait, au fil des années, on voit que peu à peu, il y a une attrition. Et le risque, une attrition, ça veut dire qu'on perd de vue certaines personnes. Et le risque est fort qu'on perde de vue particulièrement la population d'intérêt, c'est-à-dire la population où finalement l'enfant a été placé. Donc, il faudrait regarder. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, il y a les données qui sont disponibles. On pourrait tout à fait essayer de faire une analyse là-dessus et de voir combien il en reste et de regarder justement au fil des années comment ces enfants vivent dans le logement. L'autre point, un autre bémol, c'est que l'enquête a été réalisée à partir d'un début où l'enfant est né en France. Et dans la population des enfants protégés, ils ne sont pas tous nés en France. Donc on aura aussi une partie qui sera invisible et il faut l'avoir en tête. Une deuxième enquête qui vient d'être... Madame Frichon, puisque j'ai votre PowerPoint sous les yeux et je sais qu'il vous reste pas mal de slides, je vais très vite, je suis désolé. De toute façon, j'ai pas mis pour donner juste pour vous dire que l'enquête Théo, le trajectoire et origine, est aussi une enquête qui permet de repérer des enfants, puisque là, je viens de regarder 305 enfants placés
305 adultes qui ont été placés durant leur enfance font partie de l'échantillon, ce qui représente 1%. Et donc, il y a quand même des possibilités très intéressantes de faire une analyse. Elle n'est pas encore faite. On envisage de la faire avec Pascal Dietrich. Faudra un peu de temps. Mais voilà, il faut savoir qu'elle existe. L'enquête ES, c'est une enquête à partir, cette fois-ci, c'est peut-être celle que la plupart d'entre vous connaissent déjà, hein, c'est à partir des données administratives. Et ici, on n'a que les enfants qui sont pris en charge en établissement. Donc, ça représente que 34% des enfants accueillis, mais celle-ci permet quand même de savoir le avant, dans quel logement ils étaient avant le placement et après, pour ceux qui sont sortis. Donc, c'est des choses assez intéressantes. Et puis, il faudra voir, parce qu'il y a eu 2 enquêtes qui ont été réalisées par la suite. Il y a eu l'enquête sur les assistants familiaux en 2020 et l'enquête autonomie qui viennent compléter finalement ce PULS. Et peut-être qu'on pourra aussi avoir des éléments intéressants. Juste, donc, l'enquête ESPE a cet intérêt que quand on regarde finalement le lieu de résidence avant le placement ou après le placement, tout ce qui est en vert montre aussi toute la porosité qui peut exister entre la population des sans-domicile et la population des enfants placés. Et c'est là-dessus que je vais conclure justement, juste pour revenir sur l'enquête sans-domicile 2012, puisque c'est le chiffre qu'on entend tout le temps, 23%, 40% parmi les plus jeunes sont des sans-domicile en pensant sans domicile fixe, en pensant à la rue, sont des anciens placés. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Maryse Marpsat est aussi dans la salle, hein. Mais dans notre article, c'est pas du tout ce qu'on a essayé de montrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête sans domicile interroge des personnes qui n'ont pas de domicile personnel. Ce sont des personnes qui ont, la nuit précédant l'enquête, eu recours à un service d'hébergement ou dormi dans un lieu non prévu pour l'habitation. Donc, le champ invisibilisé, cette fois-ci, ce sont ceux qui n'ont pas recours au service d'aide. Mais, en revanche, ce ne sont pas que les sans-abri. Il y a aussi d'autres individus qui sont justement dans des centres, soit d'aide de courte durée ou de longue durée, etc. C'est juste quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une surreprésentation. Elle existe. Et d'ailleurs, parmi les 23% de sans-domicile nés en France anciennement placés, 80% ont connu au moins une fois une période de sans-abrisme, c'est-à-dire vraiment à la rue ou dans un lieu non prévu pour l'habitation, et 38%, et ça c'est intéressant, avant le placement, avant 18 ans. Donc, il y a cette porosité, on la connaît. Et donc, je vais juste, alors après, on pourrait aller plus loin et vous pourrez regarder de plus près ces données sur le PowerPoint, juste pour vous dire que, en fait, les enquêtes telles qu'elles existent pour l'instant nous donnent un faisceau d'indices pour mettre en évidence la précarité du logement qui est en lien très fort avec la protection de l'enfance. Les données quantitatives, elles existent, elles pourraient être analysées et être approfondies dans ce sens-là. Ça nécessite donc, comme je vous ai dit, de comprendre et de délimiter le champ d'observation, mais je voudrais juste revenir sur un point. C'est que depuis là, les 2 premières présentations, ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même sur des politiques en silo. Et donc, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de penser et de présenter des conclusions qui responsabiliseraient une institution en particulier, mais plutôt penser comment faire avec cette donnée où on sait que
pendant le temps au moins de la minorité, c'est la protection de l'enfance qui va agir le plus autour du mal logement pour les enfants. Et donc, comment faire en sorte pour que ce temps-là soit aussi un temps où on peut s'occuper des familles pendant que l'enfant est retiré des parents. Voilà, je vous remercie.